retour sur ce plateau Focus du jeudi Anthropologie. Nous sommes toujours en présence de Nyosere Kalala Omotunde et depuis la première partie, effectivement, nous revenions sur ces déclarations du président du parti Les Républicains, M. Leonetti, qui sont assez lourds de sens, totalement, mais pas sanctionnées pour autant. Une personne qui donc nous explique que, par exemple, l'esclavage, bon, la France a traité les esclaves avec humanité. Vous nous avez éclairé un peu sur la notion de mythomane, puisque vous pensez vraiment que Mais ça, il faut ramener ce qu'il dit à ce que Lilian Thuram a dit. Parce que, vous voyez, quand Lilian Thuram dit que les Blancs se pensent complexe de supériorité comme supérieurs, là, vous avez le président de parti politique qui va aux élections et qui vous dit un truc qui est totalement aberrant. Vous voyez ce que je dis par là? On se demande même, est-ce que ça existe des historiens en France? C'est-à-dire des gens capables de raconter réellement ce qui s'est passé. Mais ce sont des personnes instruites. Techniquement, il est instruit, il connaît l'histoire. C'est ça qui est étrange. Donc on voit bien que là, on essaye de justifier le comportement colonial, non seulement de la France, mais de l'Europe. Et on parle à la place des victimes. Et par victime, il ne faut pas oublier qu'il y a premièrement les Amérindiens qui ont perdu leur territoire et qui ont été totalement génocidés, exterminés. Et puis il y a toute l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique, en tout cas nos ancêtres, qui ont été déportés à fond de cale de bateau. Mais avec humanité. Vous savez que le discours du nombre de victimes, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est une vraie escroquerie intellectuelle. Et je vais vous dire en 2 mots pourquoi. Madame Diop, qui est épouse du professeur Diop, a utilisé la méthode de Georges Duby, c'est-à-dire Georges Duby, qui est le spécialiste de l'histoire médiévale, a mis une méthode au point pour comptabiliser le nombre de victimes dans le cadre d'un conflit opposant des peuples, opposant des civilisations. Tout ce qu'on appelle les victimes de la guerre de 100 ans, toutes ces choses-là, c'est le calcul de Georges Duby qui est utilisé pour compter le nombre de victimes. J'ai eu l'occasion d'être avec Madame Diop à plusieurs reprises devant les journalistes français. Lorsqu'on applique la méthode de Georges Duby au problème des razzias négrières et de l'esclavage, vous obtenez 400 millions de victimes. On est loin des 20 millions. Mais je vous dis, vous obtenez 400 millions de victimes. Maintenant, elle se fait attaquer par tout le monde. Elle dit non, attaquez d'abord Georges Duby. Parce que quand il dit que la première guerre tribale européenne a donné tant de victimes, quand il dit que la guerre de 100 ans a donné tant de victimes, personne n'attaque ni les résultats, ni Georges Duby pour dire la méthode n'est pas bonne. Quand je prends sa méthode, que je ramène aux problématiques, et elle a expliqué dans Afrique Noire, démographie et histoire, elle a expliqué sa méthode de calcul des victimes sur plusieurs pages, voyez. Et la chose, c'est que vous entendez des gens sortir des chiffres dans des chapeaux et nous raconter des sornettes, comme s'il n'y a pas eu, je pense à Enoki aussi, des gens qui ont comptabilisé réellement le nombre de victimes et qui sont véritablement très loin des 12 millions, enfin des histoires d'Homer debout qu'on raconte. Maintenant, il y a une chose qui est relativement particulière, c'est que les Européens même, quand ils parlent de la Grèce antique, ils parlent du miracle grec. C'est quand même extraordinaire de voir un terme religieux qui est plus proche du mysticisme que de la démarche intellectuelle et scientifique, définir l'essor intellectuel d'une civilisation. Ce qui montre bien qu'il cache un certain nombre de choses. Et justement, c'est ce qu'aborde le professeur Obenga, parce que ce qu'il y a de bien, c'est de l'écouter et parler techniquement du problème, justement, de l'essor intellectuel des Grecs et de la réalité, de la source de cet essor. On part pour le 3e document. Le 3e document, effectivement. Il semblerait qu'on ait un petit souci de chargement pour ce sujet. Donc on peut parler de l'Europe notamment. Oui, c'est-à-dire que l'Europe dont le nom ne vient même pas. Oui, mais c'est-à-dire ce qui dit le professeur Obenga, si vous allez à la Bibliothèque nationale de France, vous verrez qu'on vous dit que les Occidentaux ne se sont jamais intéressés à la science de l'écriture. C'est la Bibliothèque nationale de France qui le dit. L'écriture, quand vous écrivez A, B, C, D, E, F, G, H, tout ça c'est l'Afrique. Et le professeur Van den Brink, qui a fait des fouilles en Afrique en 1992, a trouvé le proto-alphabet avec les A, B, C, D, E, F, G, H, qu'avait montré Jean Ancelin.
parce que notre fameux Ancelin l'avait montré, avait montré les fouilles du professeur Van den Brix en 1992 qui avait trouvé le proto-alphabet, parce que nos ancêtres ont inventé deux formes d'écriture, une écriture sacrée qu'on appelle les hiéroglyphes, qu'ils appelaient les Medunetcher. Medunetcher, ça veut dire les paroles de Dieu, et une écriture profane pour les peuples qui ne connaissaient pas Dieu, qui sont ces fameux caractères A, B, C, D, E, F, J, H qu'on a aujourd'hui. Donc c'est important d'écouter effectivement le professeur parler de tout cela. On va revenir d'abord sur donc, le professeur Obenga, le professeur déclaration du professeur et l'analyse qu'il fait sur l'essor intellectuel de la Grèce antique. Peuples qui n'ont jamais d'ailleurs rien inventé, strictement rien, qui ont tout reçu. C'est le cas typique de la Grèce ancienne. La Grèce ancienne n'a strictement rien inventé. Ce qu'on appelle invention scientifique, mais rien, zéro. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Si c'est l'écriture, bon, on dit quand même, bon, l'écriture grecque, le grec est écrit. Mais la première chose à inventer, c'est d'inventer au moins son écriture. L'alphabet grec n'est même pas grec. Non seulement les lettres, même les noms des lettres. Quand vous dites bêta, ce n'est pas un mot grec. Alpha, bêta, gamma, delta, etc. Ce ne sont pas des mots grecs. Alpha, c'est pour Aleph, sémitique. Bêta, c'est pour bête, sémitique, veut dire maison. Gamma, c'est guimel, etc. Delta, c'est dalé, etc. Les Grecs n'ont pas inventé l'alphabet. Ça suffit, on peut s'arrêter. Ils n'ont pas inventé l'alphabet grec, les Grecs. Alors que tout le monde croit que l'alphabet grec est une invention autochtone des Grecs. Non, ils ont reçu ça. Ils ont reçu ça des Phéniciens. Et les Phéniciens eux-mêmes de l'Égypte antique. Ils le reconnaissent, même les Phéniciens. Même si aujourd'hui on y... Ils n'ont pas inventé donc l'écriture, c'est important. Ils n'ont pas inventé l'écriture. Ils n'ont pas inventé même ce qu'on appelle la philosophie grecque. Parce que même le mot philosophie, il y a deux composantes là. Philo, et puis Sophie, Sophia, la sagesse. Philosophe, le zoph là. C'est un mot composé. Mais dans les deux cas, la langue grecque, la langue indo-européenne n'explique pas le mot philo. Ce n'est pas une racine grecque, indo-européenne même. Et Sophia, ce n'est pas une racine grecque. C'est un mot étranger dans la langue grecque. C'est formel. Tous les dictionnaires étymologiques vous le diront. Mais ce qu'ils ne diront pas, c'est que ce mot peut venir d'où? Moi, je crois qu'il vient de l'Égypte. Parce qu'enseigner en Égypte, se dit à peu près de la même chose que c'est beau, c'est bas, etc. Il suffit que le B devienne le feu, ce qui est très courant. Donc on a la philosophie. Enfin bref, même le mot philosophie n'est pas un mot grec, n'est pas un mot d'origine grecque. Regardez les dictionnaires d'étymologie de Chantrel, c'est clair, c'est dit comme ça. C'est pas un mot. Même la philosophie, alors que tout le monde croit que la philosophie est grecque. Ils ont philosophé, bien philosophé, mais le mot philosophie, dans ces deux parties, n'est pas un mot grec. Et oui, c'est pas un mot grec. Donc la mythomanie, enfin, leur caractère mythomane daterait depuis la Grèce antique? Mais ça va très loin. Prenons la racine du mot mathématique en grec. D'accord? En grec, mathéma. Ça ne désigne pas des calculs. C'est un procédé qui permet d'acquérir une aptitude. Ça peut être monter à cheval. Je vais utiliser le mot mathéma pour monter à cheval. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les maths. Bon. Le problème, c'est que les Européens n'ont jamais inventé aucune forme de mathématiques. Pourquoi? Thalès, le premier blanc intelligent, a étudié en Égypte du propre aveu même de Jamblique. Et c'est Thalès qui a dit à Pythagore, Pythagore est un Cananéen. Il ne faut pas l'oublier. Parce que jusqu'à présent, on présente les gens qui étaient en Phénicie. Parce qu'il faut savoir que les Grecs appelaient Canaan la Phénicie, et les Phéniciens. Mais Canaan, tout le monde sait que les Cananéens étaient noirs. Ça descend du Natouphéen. Vous voyez l'affaire? Tous ces gens-là étaient des noirs, qu'on fait passer pour des blancs grecs, ce qui est faux. Mais en tout cas, ces gens, dont le papa de Pythagore, qui faisait du commerce en Égypte, c'est lui qui avait l'habitude d'amener son fils donc au niveau du delta pour faire du commerce. Et c'est de là que, finalement, il s'est pris de passion pour cette civilisation et pour le savoir. Et c'est ce qui lui a donné envie de discuter d'abord avec Thalès pour voir s'il pouvait être le disciple de Thalès. Et Thalès qui lui dit, tu sais quoi ?
ne perds même pas ton temps avec moi. Moi, je reviens d'Afrique là. Les gars en mathématiques, les gars sont forts. Et Pythagore va partir, il va passer 22 ans en Afrique à étudier les mathématiques. Maintenant, tout le monde sait, parce que quand même, l'Européen n'est pas fou, que avant l'arrivée des Noirs et des Arabes au 8e siècle en Europe, c'est le Dark Age. Le Dark Age, ce qu'on appelle le Moyen-Âge. C'est-à-dire une absence totale de connaissances. Vous voyez? Et ce sont les sciences de l'Orient et de l'Afrique et de la Grèce que les Arabes et les Noirs vont ramener donc en Espagne. Et c'est pour ça que l'Espagne va devenir la première puissance européenne qui va partir dans le projet colonial européen. Mais c'est pas un hasard, parce que l'Espagne a eu une greffe de connaissances extérieure à l'Europe. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Les mathématiques, la médecine, la boussole, la navigation, toutes ces choses-là. Et comment on a su qu'il y avait des terres en Amérique? On a su qu'il y avait des terres en Amérique parce qu'un souverain africain du nom de Kanka Moussa, qui est l'homme le plus riche du monde, je vous montrerai ça, est parti au Caire à discuter donc et présenter son royaume en disant que son frère qui régnait avant lui est parti en Amérique. Maintenant, tout le monde sait que le professeur Jean Mazel, qui a écrit dans son livre Présence du monde noir, qu'il a été en Martinique avec les documents qu'il a remis à Aimé Césaire pour expliquer que les souverains africains avaient l'habitude de venir en Guadeloupe et en Martinique et d'aller en Amérique, et qu'il y a des congrès mondiaux, puisque tout le monde sait qu'on a trouvé des preuves archéologiques à Porto Rico en 1975, et c'est les Français même qui n'y croyaient pas, et qui ont trouvé des preuves archéologiques avec des tombeaux africains. Et je tiens à rappeler que la responsable de l'archéologie ici en Guadeloupe a dit qu'il y a des tombeaux en Guadeloupe dans lesquels le défunt a été enterré avec un chien. Le chien est orienté par rapport aux astres, comme si ce chien avait pour vocation de guider le défunt après sa mort. Tout le monde a reconnu Anubis. Tout le monde reconnaît le canidé Anubis de l'Égypte antique. Tout ça pour ne pas dire qu'il y avait des tombeaux égyptiens en Guadeloupe. Et elle l'a dit à la radio. Mais la chose, c'est que les gens ne connaissent rien. Vous voyez, pourtant c'est une information capitale quand elle dit ça. Donc on voit, on sait très bien, les tombeaux dans la Caraïbe et en Amérique ont des datations totalement différentes. Et que les tombeaux les plus anciens, pour lesquels on a fait des tests ADN, on sait très bien que cet ADN-là nous a renvoyés sur le continent africain. Donc vous voyez que c'est extraordinaire de voir que les deux choses les plus importantes, l'écriture et le calcul, ce ne sont pas des choses qui émanent de l'Europe. Prenons les chiffres alphanumériques. Les chiffres alphanumériques grecs et romains, le professeur Chrysomalis de l'Université de Montréal a montré que les Grecs et les Romains ont repris une invention africaine, c'est-à-dire la notification des chiffres, non plus en égyptien ancien monumental, mais en hiératique et en démotique. Et c'est bizarre de voir comment, lorsque vous écrivez maintenant les chiffres égyptiens en démotique, vous obtenez les chiffres arabes. Mais je peux vous faire une démonstration de tout ça. Tout le monde sait que les mathématiques arabes, ça n'a jamais existé. Et pourquoi nous faisons un colloque mondial des mathématiques africaines en Guadeloupe? C'est parce qu'il y a un moment, il faut sortir les documents. Il faut montrer aux gens que les mythomanes, ce sont des gens très particuliers qui se sont inventés une histoire de l'humanité et qui viennent polluer le cerveau de nos enfants avec leur ineptie. Prenons le cas de ce document qui est la civilisation du Soudan. Vous vous rendez compte que en 2000 de l'ère ancienne africaine, c'est-à-dire plus de 1500 ans avant l'apparition de la Grèce antique, non seulement vous aviez l'Égypte antique, vous avez Méroué, le Soudan et compagnie, mais vous avez encore d'autres civilisations qui ont fait l'objet de découvertes dont personne n'a parlé et qui ne sont dans aucun manuel scolaire. Prenons le cas de découvrir ce document-là et des fouilles archéologiques qui ont été faites au Soudan. On passe sur le 4e document. Soudan, un archéologue suisse, Charles Bonnet, a mis au jour 3 temples d'une forme inhabituelle dans cette région. Ils dateraient d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ et pourraient remettre en cause toute l'histoire de cette région d'Afrique. Les explications de Maud Roubaud. La structure est étonnante, inédite même. Un pur produit de l'architecture africaine, conçu il y a 3500 ou 4000 ans. Aujourd'hui, il ne reste que les fondations qui viennent d'être mises au jour. C'est un énorme bâtiment avec des formes rondes et ovales. Certains côtés font plus de 50 mètres de long et avec 1400 colonnes. Cela signifie que c'est un bâtiment énorme et son architecture est inconnue. Visiblement, son style n'a pas fait d'émule, mais la découverte est extraordinaire pour l'histoire de la région.
Tout reste à comprendre. C'est fascinant pour nous, car nous découvrons un monde nouveau. Et c'est le monde africain. Le sujet passionne Charles Bonnet, 50 ans qu'il travaille sur le site de Doukidjel et remonte toujours plus loin dans le temps. La thèse de l'archéologue, le roi de Kerma aurait résisté aux Égyptiens pour contrôler le commerce en Afrique centrale. Il en est persuadé, d'autres trésors se cachent dans ces collines. Ces découvertes ouvrent la voie à une nouvelle discipline. Après l'égyptologie, voici venu le temps de la soudanologie. Donc jusqu'à maintenant, on est stupéfait des découvertes que l'on réalise en Afrique. Voilà. Alors, maintenant, il faut rentrer dans une explication encore technique. Vous voyez, quand on est sur la façade est de l'Afrique, vous voyez qu'on a accès, donc, notamment à des grands chantiers, des mines de pierre, ou les carrières de pierre, en fait, où les hommes de la vallée du Nil, ces Africains de la vallée du Nil, avaient l'habitude d'aller dans les carrières, de prendre de la roche. Pourquoi on prend la roche? Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est-à-dire qu'on est dans des conditions climatiques où il fait très chaud à l'extérieur. La construction qui utilise la pierre permet d'avoir une fraîcheur extraordinaire à l'intérieur du bâtiment. Donc on va privilégier le bien-être. Lorsque les populations vont migrer vers l'ouest, on va se retrouver dans une dynamique dont le souci au niveau, je dirais, du bien-être est le même. Et qu'est-ce qu'ils vont constater? Ils vont constater que la brique de terre que nous utilisions déjà à l'époque de l'Égypte, parce que vous savez, il y a une chose qui est extraordinaire. Quand vous allez visiter ces civilisations le long du Nil, les bâtiments que vous voyez sont des bâtiments religieux. C'est-à-dire qu'on construisait pour Dieu avec des matériaux en pierre de plusieurs tonnes. Mais le souverain faisait son palais en briques de terre de 10 cm. Et on te parle de mégalomane, attention, parce que c'est au-delà du réel. Le gars construit un temple pour Dieu. Je tiens quand même à rappeler, quand on dit un temple, il faut voir quelque chose qui fait près de 6 à 7 km². Nous ne sommes pas dans les petits studios qu'on appelle les églises d'aujourd'hui. Hein. On parle de choses sérieuses. Bon, notamment le temple de Karnak. Moi, la première fois que j'ai vu Karnak, je suis resté 15 jours sans parler. Parce que je ne pensais pas que l'être humain pouvait bâtir un temple aussi gigantesque pour Dieu. C'est au-delà du réel, ce temple-là. Il faut aller là-bas pour voir ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va construire en briques de terre. Mais tout le monde sait que la brique de terre, tous les 10 ans, il faut refaire la façade du bâtiment. Et quand on va rentrer dans la période des razzias négrières et de l'esclavage, donc ce qu'on appelle le crime de l'Européen sur l'Africain qui lui a rien fait, parce que l'Européen arrive comme un voleur en Afrique pour voler ce que Dieu a donné aux Africains et que lui, il n'a pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on ne peut plus consolider les bâtiments et avec le temps, les bâtiments vont être érodés et petit à petit, comme ils ne sont pas entretenus, ces bâtiments vont progressivement disparaître. Maintenant, sur la base de ce qui a disparu, vous avez un individu qui vient dire que le cerveau de l'Africain sera un cerveau d'abruti et que le cerveau de l'Européen, dans lequel, je dirais, on attend qu'il nous fasse la démonstration que dans l'Antiquité, il a inventé quelque chose. Il a inventé, en tout cas, tout ce qu'il faut pour tuer les gens. Ça, il n'y a aucun problème. Vous voyez l'affaire? Mais en tout cas, il y a une chose qui est extraordinaire, ce qui est de l'ordre de la médecine, ce qui est de l'ordre de l'astronomie, ce qui est de l'ordre de l'écriture, ce qui est de l'ordre de la navigation, ce qui est de l'ordre... Toutes ces choses-là, ça ne vient pas de l'Europe. Tout le monde sait que la civilisation, elle est née dans le Sud. Et c'est le même problème qu'ont les historiens chinois. Les historiens chinois trouvent que c'est pathologique la façon dont l'historien occidental raconte l'histoire. Parce qu'il fait comme si les Chinois n'avaient pas de cerveau, les Indiens n'avaient pas de cerveau, c'est-à-dire personne n'avait de cerveau. Mais c'est eux qui leur ont donné la poudre, par exemple. Donc même l'arme n'aurait pas fonctionné bien sûr, sans une découverte. C'est-à-dire que tout le monde sait très bien que beaucoup de connaissances... Parce que c'est quoi finalement l'histoire de l'humanité? C'est les gens qui n'avaient rien fait, mais qui étaient comme des papillons, qui allaient chez les uns, chez les autres, ils prennent ça chez les uns, chez les autres, ils ramènent chez eux, et puis ils font une espèce de truc avec, ils disent on a inventé. Et après, on va détruire les civilisations. Ils sont venus, ils ont pioché. Ils piochent à gauche, après, à droite. On va détruire les civilisations. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'individu va piocher à gauche, à droite. Il va ramener chez lui des choses qui ne sont pas de l'ordre de ses inventions. Moi, je conteste toutes les inventions dites arabes. Parce qu'il y a une invention dite arabe qui est l'astronomie avec la lunette optique qu'on fait passer pour une invention des Arabes. C'est faux. Le professeur Petri a trouvé des lunettes optiques qui datent de moins 5000 ans en Afrique. Et ces lunettes optiques, pourquoi on cache
le document de fouille archéologique. Pourquoi on le cache? Parce que la chose, c'est qu'on connaît l'histoire de l'invention de la lunette astronomique en Afrique. La nuit, les hommes ont vu des météorites tomber sur le sable, et le matin, ils ont été voir où il y avait eu l'impact. Et ils ont trouvé des gros cristaux, en fait, de verre. Parce que le sable, on sait que quand il brûle, quand il est chauffé, ça devient du verre. Et ils ont remarqué les propriétés optiques. Et quand ils ont poli, ils se sont rendus compte que d'un côté, ça rapproche, de l'autre, ça éloigne. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Ils ont commencé à mettre ça dans un tube et à observer les étoiles. Et ça, le professeur Van der Petrie l'a dit, que c'est pas simplement une lunette qu'on utilise. Non, c'était dans un tube pour observer. Et quand vous les mettez un derrière l'autre, eh bien, vous obtenez de fait un super effet grossissant. Donc maintenant, tout a une explication logique et rationnelle, mais quand on a les bonnes informations. Parce que nous, on n'est pas dans l'équipe de football des mythomanes. Nous, on raconte les choses scientifiquement. Voilà comment ça a commencé. Voilà l'excitation intellectuelle. Voilà comment elle est apparue. Et voilà comment on l'a traitée. Maintenant, le problème, c'est que vous avez des gens qui organisent la disparition de la documentation. Vous vous rendez compte que, vous vous rappelez la Bible Tob que j'avais montré avec le passage qui est dedans. Vous savez que depuis que j'ai présenté la Bible Tob, non seulement la Bible Tob a été changée, mais le passage que j'avais lu devant vous a disparu de la nouvelle Bible Tob. Posez-vous la question, qui a organisé la disparition du passage que j'avais lu ici dans la Bible Tob? Parce que allez regarder, la nouvelle Bible Tob, c'est pas dedans. Parce que effectivement, on avait démontré par et on était venu avec des Bibles Tob. Vous voyez l'affaire? Pourquoi maintenant dans la nouvelle Bible Tob, le passage que nous avions lu ensemble a disparu? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, hein. C'est-à-dire il y a des choses extraordinaires. Le mythomane sait qu'il est un mythomane et qu'il raconte n'importe quoi. Maintenant, il organise techniquement son mensonge. Et ça, il faut en tenir compte. Oui, mais la science et les découvertes archéologiques, de toute façon, viendront contrecarrer, c'est-à-dire que les contrer ces mensonges. Regardez une chose, c'est pas l'Afrique qui fait les fouilles. Les équipes de fouilles sont des équipes belges, allemandes, américaines. Mais je voulais montrer maintenant le dernier document. Est-ce qu'on pourra continuer la semaine prochaine? Bon, on pourra continuer la semaine prochaine, mais je voulais juste rappeler une chose. C'est que quand on a fait l'enquête pour savoir qui était l'homme le plus riche du monde, en fait, c'est un souverain du Mali. Au moment où le Mali était l'empire le plus puissant sur Terre. Je crois qu'il avait l'équivalent de 4 000 milliards d'euros. 4 000 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Et ce monsieur, lorsqu'il s'est déplacé au Caire, il a fait chuter le cours de l'or sur 10 ans. Donc on ne peut pas te dire compte du fait que l'Européen a introduit la civilisation en Afrique. Alors que, mais c'est quoi ce discours totalement éronté? On va poursuivre effectivement sur cette thématique, l'Europe a-t-elle civilisé l'Afrique? Ça se poursuivra donc pour le prochain jeudi Anthropologie. Totalement. Donc la semaine prochaine, on vous retrouvera. Pour l'instant, en tout cas, le focus est terminé pour aujourd'hui. La tranche d'information se poursuit normalement avec Yves Boisset. Et par la suite, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et notez effectivement que les focus sont disponibles sur Facebook si vous en avez manqué une partie. Une bonne soirée à vous, on se retrouve très bientôt.